Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le Gouvernement affirme vouloir atteindre une école pleinement inclusive, sans aucune discrimination à l'égard des enfants en situation de handicap, d'ici 2022. Notre groupe partage pleinement cette ambition, bien évidemment, mais il faut s'en donner les moyens. Car si le nombre de jeunes en situation de handicap scolarisés a triplé depuis la grande loi handicap de 2005, la réalité reste insupportable pour beaucoup d'enfants et de familles. En plus de devoir faire face au handicap, beaucoup connaissent en effet des situations de détresse. Nous en avons tous des exemples en tête. Au point que certaines administrations vont jusqu'à proposer des solutions à l'étranger, notamment en Belgique, quand pour d'autres familles, il ne reste plus qu'à se tourner vers l'enseignement privé, proposant une prise en charge que le public n'offre pas toujours. Il y a surtout des enfants déscolarisés ou scolarisés à la maison, parfois pendant plusieurs années, faute de solutions adaptées, avec toutes les conséquences que cela entraîne, pour les enfants, mais aussi pour les parents, qui doivent souvent arrêter de travailler et vivre avec une allocation journalière de présence parentale inférieure au SMIC. Cette ambition nécessite d'accélérer la mise en accessibilité des établissements. C'est une véritable urgence, rappelée par le Conseil d'État en 2011 et par le Défenseur des droits un an plus tard. Mais les baisses successives des dotations des collectivités les mettent en difficulté pour répondre à cet enjeu. Combien d'écoles maternelles, élémentaires, de collèges ou de lycées nécessitent encore des investissements en ce sens? Il faut aussi évoquer les plus de 12 000 enfants qui ne relèvent pas d'une scolarisation en milieu ordinaire et qui sont en attente d'une place dans une structure adaptée, telle un CESAD ou un IME. C'est par exemple le cas du jeune Élouan, qui attend depuis 2016 une place en IME. Et c'est le parcours du combattant pour sa maman, qui doit multiplier les démarches pour en obtenir une avant que celui-ci n'entre au collège l'an prochain. Car si Élouan peut suivre 4 matinées à l'école élémentaire, le collège lui est formellement déconseillé. Donc oui, il faut autoriser de nouvelles places dans les établissements médico-sociaux adaptés et il faut recruter des enseignants intervenant dans ces structures. Or, dans certains départements, leur nombre est en baisse. Les ULIS doivent être prises en compte dans les effectifs des établissements. Il est indigne que les enfants en situation de handicap ne soient pas comptabilisés dans les effectifs, sans parler de la situation extrêmement pénalisante que cela crée pour les décisions de maintien ou de retrait de poste. Enfin, je veux bien évidemment évoquer la question des AESH et des AVS. Vous êtes promptes à communiquer sur les 10 900 AESH de plus dans les effectifs d'accompagnement à la rentrée 2018. Mais 21 000 contrats aidés ont été supprimés. Résultat, nous avons connu en Seine-Maritime, et c'est malheureusement vrai aussi dans beaucoup d'autres départements, la rentrée 2018 la plus désorganisée depuis la loi de 2005. Avec des enfants qui voient leurs heures d'accompagnement brusquement réduites, des AVS qui changent d'élèves alors qu'ils les suivaient depuis des années, des AVS sans affectation et des élèves sans AVS. J'évoquais la détresse des familles. Elle conduit une mère de famille d'une commune de mon territoire à menacer d'observer une grève de la faim pour espérer faire valoir les droits de son fils, Siliane, âgé de 10 ans, en attente depuis la rentrée et encore aujourd'hui de l'affectation d'un AESH. Ces cas ne sont malheureusement pas isolés. Au problème du nombre des personnels accompagnants se conjugue la plus grande sélectivité dans l'attribution de cet accompagnement qui a en écarté certains enfants, tout comme la formation, la qualification, le statut et les conditions de travail des AVS. En abaissant l'expérience demandée aux AVS, le décret de juillet dernier ne résoudra malheureusement pas la crise de recrutement de ce secteur. Le choix a été fait de nier toute notion pédagogique dans l'accompagnement scolaire des élèves en situation de handicap et de réduire le niveau d'exigence lors des recrutements au détriment des enfants accompagnés. De même, c'est quasiment un événement lorsqu'on daigne leur accorder des formations leur permettant de mieux comprendre le handicap des élèves suivis, en particulier l'autisme. De nombreuses familles nous saisissent de ce problème. Des volontés diverses s'expriment pour tenter d'améliorer la situation. Et le refus même d'en débattre véritablement, comme cela a été le cas à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, a choqué de nombreuses familles. Nous nous réjouissons qu'à l'initiative de nos collègues du groupe Union centriste, ce débat puisse avoir lieu aujourd'hui au Sénat. Nous y versons pour notre part la nécessité, je l'ai dit, d'offrir des formations de qualité aux AVS
et de mettre fin à la précarité de leur statut, notamment en transformant en temps plein tous les contrats qui peuvent l'être. Car les AESH ne sont pas rémunérés 1 300 € par mois, comme cela a pu être dit, puisque moins de 5 % d'entre elles, ce sont souvent des femmes, sont à temps complet. Nous serons vigilants à ce que la généralisation des accompagnements mutualisés que les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL, vont encore favoriser, ne conduise pas à une baisse de la qualité de l'accompagnement des enfants. La solidarité nationale et l'égalité républicaine commandent que notre pays accueille et scolarise dignement les enfants et les jeunes en situation de handicap. Et de ce point de vue, les décisions annoncées après le comité interministériel d'aujourd'hui nous laissent sur notre faim. C'est aussi essentiel car ce sont en grande partie les problèmes de scolarisation puis de qualification qui expliquent l'importante pauvreté des personnes en situation de handicap à l'âge adulte. C'est d'ailleurs notamment pour cette raison de grande pauvreté que nous avons présenté cette semaine une proposition de loi visant à supprimer la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l'allocation aux adultes handicapés que trop d'entre vous, mes chers collègues, ont refusé de voter. Je vous remercie.